Bonjour à tous. On lit dans le plan d'action nordique 2020-2023 que le gouvernement du Québec a dévoilé au mois de décembre 2020 que le territoire nordique regroupe 3280 employeurs totalisant plus de 5000 établissements. De ce nombre, 2960 sont des entreprises privées et plus de 85 d'entre elles emploient moins de 20 employés. Et parmi ces entreprises, on dénombre 1075 petites et moyennes entreprises, fournisseurs de biens et de services dans le secteur de l'exploitation des ressources naturelles et de la construction. Donc, le plan d'action nordique contribuera peut-être à faire croître ces entreprises. C'est ce que nous verrons dans le cadre du présent balado. Alors, qui de mieux placé pour nous parler de ce plan d'action nordique que Monsieur le ministre Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord pour nous en parler. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, nous sommes ravis de vous revoir avec ce balado après vous avoir entendu sur le plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir pour nous parler du plan d'action nordique. Donc, dans ce contexte du plan d'action nordique, je souhaiterais que vous nous disiez quelle est la mission de la Société du Plan Nord qui va coordonner, si je comprends bien, ce plan d'action nordique. Ben écoutez, premièrement, merci de l'accueil. Le plan d'action nordique 2020-2023, comme vous le mentionnez, là, c'est un plan qui vise essentiellement là, à faire du territoire nordique du développement durable sur le territoire nordique. Puis ce plan d'action-là, qui couvre 3 ans, là, a pour objectif de mettre en place les conditions gagnantes justement pour permettre aux populations d'habiter pleinement le territoire. Et quand j'insiste sur le terme habiter, dans d'autres versions préalables là, du développement du nord du Québec, on a parlé d'exploiter le nord, on a parlé également d'occuper le territoire. Oui. Et la notion d'habiter, c'est autre chose. Hein? La notion d'habiter, c'est vraiment d'être en mesure de vivre au nord du Québec. Et cette notion-là, mais la première fois que j'ai eu l'occasion de l'entendre et de bien saisir cette distinction-là, moi qui est de Québec, là, la ville de Québec. Le sud, au sud. C'est la mairesse de Chibougamau, là, qui est la présidente, en réalité, Manon Cyr, qui est la présidente de la table des partenaires, qui me disait, Jonathan, il faut que tu comprennes, c'est une grande distinction. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a travaillé avec la Société du Plan Nord, la Société du Plan Nord qui est en réalité le bras opérateur de ce plan d'action nordique, avec la table des partenaires, justement pour travailler avec eux dans cette perspective-là d'habiter le nord du Québec. Parce qu'habiter, oui, c'est du développement économique, mais c'est de la qualité de vie, c'est des milieux de vie. Alors, on doit travailler sur du développement socio-économique. Et dans toutes les initiatives qu'on doit mettre en place, il ne faut jamais oublier le volet du terme socio-économique qui fait toute la différence. Justement, pas pour exploiter le Nord, pas pour être présent au Nord, non, pour habiter le territoire nordique, là, ce vaste territoire-là. Alors, c'est pas l'action nordique, c'est là-dedans qui s'inscrit essentiellement, et c'est fait par et pour les gens qui habitent le nord du Québec, et naturellement, là, dans une perspective de développement durable, de développement économique. Donc, on le fait avec les gens, puis on est bien fiers du résultat. Alors ça, éventuellement, je vais vous poser des questions tantôt quand vous parlez de développement durable, comment ça va se concrétiser au juste dans l'examen des projets, par exemple. Mais avant ça, j'aimerais ça que vous nous disiez en quoi ce plan peut contribuer à la relance économique, parce qu'on le voit, quand on lit le plan, il y a un objectif de contribuer à la relance économique. Est-ce possible de nous parler en quoi le plan d'action nordique contribue à la relance? Bien, essentiellement, oui. La relance de l'économie, là, on a la pandémie, la COVID qu'on vit actuellement, qui a des effets importants sur la collectivité. Toutefois, après analyse de différents scénarios, là, on peut centrer la relance post-COVID. Puis, le plan d'action nordique devrait justement incarner, oui, cette volonté de développement durable-là, mais également la dimension économique, les scénarios retenus là, avec les 49 actions. Ça aussi, c'est une grande distinction des anciens plans.
Je pense qu'il y a eu des points importants qui ont été faits dans le passé. En termes marketing, je dirais, c'était beaucoup prenons connaissance des richesses du nord du Québec, Mhm. ayons une vision potentielle de développement. Mais ce que j'observais, c'est oui, mais concrètement, là, ce qu'on a fait, est-ce que ça a favorisé, oui, le développement durable, le développement économique, la qualité de vie des gens du Nord? Puis j'avais de la misère à cibler exactement ce qu'il y en était. Nous, on a décidé de dire, avec la table des partenaires, on va avoir des actions précises, mesurables et qui répondent aux orientations. 49 actions au nord du 49e parallèle. Donc, c'est le concept là, du rappel de 49. On est arrivé comme ça, mais somme toute, on trouvait que le clin d'œil était intéressant. Oui, Et effectivement. naturellement, le développement économique, le nord du Québec peut y contribuer, là, avec des secteurs miniers, forestiers, hydriques. Donc, oui, on est là, mais on va devoir aussi, quand je dis habiter le nord, améliorer la qualité de vie. On ne peut pas être seulement mono-industriel ou avoir quelques grandes industries. On doit aussi favoriser l'émergence de diversification économique par des projets qui émanent de la communauté et qui viennent supporter justement ces grands projets industriels, les mines, les forêts, l'hydrique. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on a inscrit nos 49 actions. Puis, vous avez parlé là, de l'Assemblée des partenaires à 2 reprises là, depuis qu'on a débuté. Est-ce possible de nous dire qu'est-ce que c'est l'Assemblée des partenaires pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas cet institut ou plutôt cet organisme de gouvernance? Hein? L'Assemblée des partenaires, là, je vous dirais, en tout cas, moi, là, j'y attache une très grande importance. Et d'entrée de jeu, on a travaillé peut-être plus d'un an là, sur ce développement-là du plan d'action. L'Assemblée des partenaires, ça peut être un concept qui, si on ne l'utilise pas adéquatement, reste un concept. C'est-à-dire qu'on met une trentaine d'individus autour de la table. Ces individus-là émanent à la fois du milieu communauté autochtone, puisque naturellement, là, les trois grands secteurs qu'on a, là, c'est le nord du Québec, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nord de la Côte-Nord. Donc, il y a beaucoup de communautés autochtones. Donc, on assoit autour de la table des représentants des communautés autochtones. On assoit autour de la table des représentants des communautés locales, c'est-à-dire les municipalités, parce qu'au nord du Québec, on a aussi des municipalités, des MRC. Donc, on a nos joueurs de gouvernance locale aussi au niveau municipal. On assoit autour de la table des gens de l'industrie, industrie forestière, industrie minière, qui sont également là, des vecteurs de développement économique, mais on veut socio-économique du nord du Québec. Puis on assoit autour de la table aussi des spécialistes, des chercheurs. Donc, on a, avec la table des partenaires, les gens qui, eux, vivent le Nord. Mm-hmm. Et j'ai toujours dit qu'on pourrait juste dire, ben, on a la table des partenaires, faire une rencontre ad hoc ici et là, donner bonne conscience, et après ça, dire, ben oui, la table des partenaires. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pas du tout. D'entrée de jeu, c'est avec eux que la Société du Plan Nord et la gouvernance de la Société du Plan Nord, les administrateurs de la Société du Plan Nord, je leur ai dit, moi, je veux des rencontres où on construit avec la table des partenaires ce plan d'action qui soit cohérent. Et naturellement, il y a une espèce de chef d'orchestre qui est la Société du Plan Nord et son administration qui viennent animer les rencontres, qui viennent s'assurer en fin de compte que les gens puissent avoir une vision commune. Mais il faut que le plan d'action vienne de l'Assemblée des partenaires. Et ils ont eu du travail, des rencontres, des journées de rencontres. On est parti de 200 actions potentielles. On a rattaché ça aux orientations. On a focalisé l'attention sur les éléments les plus importants pour arriver à 49 actions sur 4 orientations distinctes. Mais à la fin, là, quand moi quand j'ai déposé le plan d'action nordique avec les gens de la Société du Plan Nord, à côté de moi, il y avait la présidente de l'Assemblée des partenaires, parce que pour moi, ce n'était pas une image. C'est par et pour eux qu'on fait ce plan d'action nordique. Donc, honnêtement, c'est un outil puissant, parce que dans toute chose, si une action, si un geste qu'on souhaite poser est incarné par les gens qui sont touchés ou qui doivent poser des gestes pour y arriver, ben, c'est gage de succès. C'est-à-dire que c'est certain qu'en incluant les principaux groupes et individus touchés
par notre plan d'action, on risque beaucoup plus d'arriver à atteindre les objectifs liés par ces actions-là. Une adhésion à votre plan d'action, c'est ce que ça permet aussi Clairement, éventuellement. Ouais, ouais. clairement. Puis moi, je crois à ça dans tout. Hein. Encore là, j'ai des exemples des fois qui peuvent être boiteux, mais quand je suis à la Ville de Québec, quand je voulais développer un parc, un parc de quartier, on pouvait avoir des architectes là, au central qui disaient ben, ça serait le fun de mettre tel jeu, tel truc, etc. Puis à la fin, je disais toujours attendez une minute, on va faire une soirée avec les gens du quartier, avec les familles, avec les enfants. On va leur présenter, puis on va leur donner des options. Mais à la fin, si on veut que ce parc de quartier vive, ben, c'est toujours bien d'impliquer les gens du quartier. Et honnêtement, à la grande différence, quand on regarde les parcs de quartier à la Ville de Québec, ceux qui ont le plus de personnes qui en bénéficient, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grande présence, c'est ceux qui ont émané d'une consultation ou au cœur de la consultation, on le fait pour eux, ça serait bien qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, ils se sont sentis partie prenante. C'est comme votre Exactement. plan d'action nordique. Ils se sont sentis partie prenante et donc peuvent y contribuer par la suite. Pour arriver à votre plan d'action, il y a eu l'établissement de thématiques prioritaires. Est-ce que c'est possible de nous en parler? Moi, j'ai vu deux conditions, entre autres, là, dans ces thématiques, des conditions qui sont exprimées par les représentants du territoire. Puis on nous dit qu'il faut agir en fonction des caractéristiques et des réalités propres à la nordicité. Puis là, je me dis, ah, tiens, un terme, peut-être que vous pouvez nous en parler. Puis on nous dit aussi qu'une priorité, une des conditions, c'est de reconnaître le pouvoir d'agir des collectivités nordiques. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'au juste que cette reconnaissance des collectivités nordiques, puis comment ça se traduit concrètement, ce pouvoir d'agir? Est-ce que c'est à travers l'Assemblée des partenaires, entre autres? Parfait. Ben, vous amenez deux notions là, qui, effectivement sont au centre un peu de nos réflexions. Là. Quand on parle de caractéristiques, de réalité propre à la nordicité, bon, on est capable de concevoir cette phrase-là, mais c'est quoi la nordicité? La nordicité, naturellement, ça l'appelle à des particularités qui sont propres à ce secteur-là, c'est-à-dire il fait froid, pas mal à l'année, il y a une période estivale avec plus de chaleur, il y a des précipitations X, il y a le pergénisol. Alors, tu sais, je veux dire, en termes de variables environnementales, c'est pas celle auxquelles on est habitué là, plus au sud du 49e parallèle. Donc, la nordicité, ça peut se détailler comme ça peut aussi se détailler en termes d'environnement humain. L'accessibilité au territoire, par avion, naturellement, une très faible densité de population. Il faut comprendre que au nord du 49e parallèle, quand on dit c'est le plan d'action au nord du 49e parallèle, on parle de 72 de la superficie du territoire du Québec, avec une population de 130 000 habitants, 1,5 de la population. Donc, on comprend bien, 72 du territoire, 1,5 de la population. La densité, c'est pas là que ça se passe. Donc, c'est une particularité. Donc, ça, c'est le volet nordicité. Et là, quand on dit on veut reconnaître le pouvoir d'agir des collectivités nordiques, bien là, ici, pouvoir d'agir réfère à comment on peut s'assurer que le groupe social, là, ça l'émane de lui, c'est-à-dire ses représentants. Alors, plan d'action 2020-2023, c'est un résultat d'une vision du Nord qui compte pouvoir agir pour les communautés nordiques, à la lumière de la volonté de ces communautés-là. Alors, c'est un peu ce que je vous décrivais au préalable, d'habiter le territoire. Oui, encore là, c'est un beau concept. On voit la distinction entre exploiter ou être présent. Non, c'est habiter. Je réitère après ça que faut que ce plan d'action-là soit élaboré avec ces gens-là. Incarner dans la réalité. Incarné, puis c'est toute la différence. Hein? Je me répète, là, mais je pense que la plus grande erreur qu'on peut faire quand on veut faire du développement du territoire nordique, c'est de le penser de manière pragmatique avec nos yeux de gens qui n'habitent pas ce territoire-là. Alors, oui, on va concevoir plusieurs choses qui ont bien du bon sens. Puis à la fin, là, quand je m'assois avec la table des partenaires, parce que je me suis assis, moi, 2 journées avec eux, là, je comprends ce qu'ils me disent. On ne s'en va pas sur la Lune.
mais ils ont, eux, en réalité, des particularités qui nous amènent, qui sont essentielles au succès et qui seraient probablement pas considérées au bon niveau si on ne les interpellait pas. Donc, on ne serait pas diamétralement, là, on n'aurait pas des conclusions diamétralement opposées si on le cheminait au central ici, là, dans nos tours. Mais il nous manquerait là, la petite substance nécessaire pour avoir un succès parce qu'on n'a pas la sensibilité d'habiter ce territoire-là. Très bien dit. Et ça s'observe, comme vous l'avez bien expliqué, l'Assemblée des partenaires. Vous avez mentionné tantôt qu'il y a 4 orientations dans le plan d'action nordique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 4 orientations? Oui, bien écoutez, encore là, quand on travaille un plan d'action, je crois que les 4 orientations, j'aime bien ce qui est structuré parce que premièrement, on peut toujours s'interroger, est-ce que le geste que je pose répond à quelque chose qui est primordial par rapport à mon grand objectif, à ma grande vision? Alors, on vient encarcaner là, 4 orientations. Des fois, là, il y a des trucs qui sont concomitants, mais les 4 orientations, qu'on les regarde, sont exhaustives. Alors, premièrement, la première, c'est un accès optimisé au territoire nordique. Donc, c'est toute cette volonté-là, là, en réalité, on voit que pour le développement socio-économique du Nord, l'accès au territoire est primordial. On parle beaucoup d'infrastructures. C'est sûr qu'il y a des sommes importantes. Si on dit que le plan d'action nordique, c'est 1,4 milliard de dollars dans les prochaines années, là, à la fois un peu plus de la moitié qui vient du gouvernement et l'autre moitié qui vient des différents partenaires, le fédéral, le privé. Bien, ici, là, on a quand même une part importante qui est liée à cette orientation-là, à peu près 1 milliard, parce que c'est des infrastructures, des routes qui sont hyper dispendieuses en termes de montant investi, parce qu'investir dans des liens routiers ou des infrastructures dans le nord du Québec, c'est dispendieux, beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de ponts et ponceaux, bref. Mais l'accessibilité, première orientation. La deuxième orientation, c'est avoir un tissu économique fort et diversifié. Alors, ça vise beaucoup l'essor économique du territoire nordique, mais en misant là, sur l'entrepreneuriat. Tantôt, j'en ai parlé rapidement. Le nord du Québec, puis on le vit sur la côte nord, que je suis responsable de la côte nord, donc je vais beaucoup plus régulièrement. On me parle beaucoup, on me dit souvent, Jonathan, un des enjeux qu'on a, c'est la diversification économique. C'est-à-dire que oui, on a des grandes industries, les forêts, les mines, comme je disais, le milieu hydrique avec Hydro-Québec. Mais dans le passé, là, actuellement, ça va assez bien dans le secteur minier actuellement, mais c'est des projets qui sont cycliques, qui font en sorte que souvent, quand ça va moins bien dans le milieu minier, dans le milieu forestier, ça entraîne des chocs économiques qui rendent difficile justement d'habiter le territoire. Alors, on doit prôner la diversification de l'économie, donc renforcer le tissu économique fort et diversifié. Alors là, on peut parler de serre, on peut parler d'agriculture, on peut parler de tourisme. Donc, c'est ça qu'on doit travailler dans le plan d'action nordique pour justement élargir ce volet-là économique par une diversification qui va assurer un succès à long terme et de manière plus constante et pas par choc lié à des grandes industries. On a le milieu de vie attractif, dynamique. Là qu'on va parler de qualité de vie, là, comment on peut faire la promotion du territoire tout en améliorant les conditions de vie de la collectivité nordique. Là. Alors ici, là, on parle, par exemple, connexion Internet. Ben, aujourd'hui, là, en 2021, il ne faut pas se tromper, il ne faut plus dire 2020. En 2021, ben, d'avoir des outils branchés, nous, on le prend pour acquis, mais je crois que ça améliore la qualité de vie. La fibre optique sur le territoire. Oui. Avoir accès à Internet. Mais après ça aussi, on peut parler là, de comment on peut travailler sur des enjeux qui pourraient être, quand on parle de qualité de vie, on dit toujours, moi, avec ma famille, si je suis au nord du Québec pour mon job, si je veux l'habiter puis y rester, bien, il faut que je sois en mesure d'avoir une qualité de vie, loisirs, information, Internet est un exemple. Donc, ça, c'est un volet qui est important, là, auquel, quand même, on va investir, somme toute, 251 millions là, au cours de cette période-là. Et le dernier volet, le quatrième volet, qui est non le moindre, c'est un
un environnement nordique à conserver. Là, on parle beaucoup, là, comment on peut planifier, intégrer la conservation du territoire, justement, en harmonie avec les principes de développement durable. Donc, c'est un volet qui est incontournable. On le voit dans tous les grands projets, que ce soit forestier, minier. On a travaillé, là, vous l'avez vu là, avec Benoît Charette, là, le ministère mon ministère ici, là, des mines, mon collègue à Fonds des forêts, pour pouvoir préserver du territoire. Donc, ça, ici, c'est un volet primordial. Tout le volet, oui, développement socio-économique, mais dans une perspective de développement durable, en considérant ces enjeux-là. Donc, c'est le quatrième volet. Donc, toutes les actions qui ont été énoncées, les 49 actions, rentrent de manière majeure en dessous de chacun de ces chapeaux-là. Des fois, comme je vous disais, c'est concomitant, mais on sait que si on travaille sur une action qui répond à un de ces éléments-là, on est sur la bonne voie. Puis justement, vous parlez des actions, il y a 49 actions. Ce que j'ai lu, c'est que ces actions sont établies en fonction des trois dimensions du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de prise en compte dans une action de ces trois dimensions du développement durable? Oui, oui, certainement. Écoutez, là, vous avez parfaitement raison. Puis encore là, c'est toujours une préoccupation. Et je vous dirais que moi, je ne suis pas spécialiste, là, mais quand on avait nos discussions, on me ramenait toujours ces trois dimensions-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi également, je les incarne dans ma réflexion quand on parle du développement nordique, là, économique, social, environnemental, cette espèce de triade-là qui est essentielle dans les gestes qu'on pose. Alors, quand on parle des actions, on a une action, entre autres, qui vise à accompagner les grandes entreprises en matière de responsabilité sociale sur le territoire. Là, la Société du Plan Nord, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, vont développer des projets pilotes qui visent justement à incarner cette action-là, qui peut être plus ou moins tangible si on ne s'y attarde pas. Alors, c'est, à titre d'exemple, on veut accroître l'approvisionnement responsable qui tient compte du potentiel entrepreneurial de la collectivité haute, de la dimension économique, c'est le volet économique, c'est accroître cet élément-là. En même temps, on veut assurer les retombées positives sur le tissu social là, qui est affecté par les activités de grandes entreprises. Là. Alors, c'est le volet dimension sociale. Puis comment on peut faire aussi dans ces gestes-là pour atténuer les effets qui pourraient potentiellement être négatifs des activités sur l'environnement, la dimension environnementale. Donc, oui, il y a une action qui a accompagné les grandes entreprises en matière de responsabilité sociale et territoriale. Et quand on regarde cet accompagnement-là, on doit convenir qu'on doit toucher ces trois volets-là qui sont indissociables. Alors, c'est pas vrai, ils peuvent être dissociables. Mais si on les dissocie, on n'a pas le succès escompté. Puis on ne retrouve pas les trois piliers en même temps. C'est toujours C'est ça, l'objectif hein, d'essayer d'avoir les trois piliers en même temps. de Puis, bien balancer. oui, oui. Comment on peut aider les entreprises qui sont établies au nord du 49e parallèle avec le plan d'action nordique? Ben écoutez, comme je le mentionnais tantôt, si on regarde de manière historique le nord du Québec, puis si on retourne derrière, là, puis encore aujourd'hui, c'est une réalité, là, ben, c'est beaucoup, en fin de compte, de grands donneurs d'ordre dans des industries forestiers, miniers. On parle quand même des milliers d'emplois dans ces secteurs-là. Et là, on vient dire, oui, mais on veut que la vitalité économique puis la collectivité nordique s'épanouisse. Alors, le gouvernement là, devrait intervenir auprès justement des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas ces grandes entreprises qui sont essentielles là, pour la vitalité du nord du Québec, mais on doit intervenir auprès justement de ces PME-là. Puis comment on peut le faire? Là? On peut faire des initiatives auprès de ces PME-là pour augmenter justement la capacité des fournisseurs, ces fournisseurs locaux, justement, à participer à ce développement et à se développer par le fait même là, en l'intérieur des PME. Là. Et pour moi, c'est un geste qu'on peut poser. Alors, comment qu'on peut le faire? C'est toujours un peu sensible. Et moi, je pense qu'on peut, d'une part, encourager des projets d'entrepreneuriat local structurant sur le territoire. On a parlé de serre tantôt. Donc, oui, on peut amener du soutien financier. Je le fais avec mon collègue André Lamontagne pour venir diversifier. Après ça, on peut soutenir aussi, oui, ces projets de diversification économique, mais aussi on pourrait
favoriser justement par l'octroi des contrats, par des mécanismes régionalisés, justement, de s'assurer que les PME locales puissent bénéficier, en fin de compte, de certains avantages liés à la régionalisation. Puis, on peut faire aussi favoriser la création d'emplois, la formation. Donc, je pense qu'on doit le regarder dans cette perspective-là. On peut augmenter ce sens entrepreneurship au nord du Québec en supportant les PME. Et quelqu'un qui voyage un peu, si vous allez en Beauce, vous sentez en fin de compte que la Beauce est bâtie sur l'entrepreneurship parce que c'est la réalité de la Beauce. Puis si on s'en va en Basse-Côte-Nord ou en Côte-Nord, au nord du 49e, ben ça s'est beaucoup développé sur des grandes industries. Et là, nous autres, on doit amener ce volet là, de fibre entrepreneurship pour des PME qui va permettre la diversification économique, justement, là, qui est en souhaité pour stabiliser et pour améliorer la qualité de vie et habiter le territoire. Pour les propulser aussi, Ouais. les petites et moyennes entreprises. J'aimerais juste revenir pour vous poser une autre question sur la responsabilité d'entreprise, parce que ça, c'est la responsabilité sociale d'entreprise, parce que c'est un concept auquel nos entreprises s'intéressent beaucoup, puis encore en ce moment en plus à cause de la pandémie. J'ai vu dans le plan qu'il y avait peut-être une possibilité d'accompagner les grandes entreprises en matière de responsabilité sociale sur le territoire. Quand vous avez fait référence tantôt à l'approvisionnement responsable, est-ce que c'était aux grandes entreprises que vous pensiez? Oui, ben oui, parce que il y a peut-être une trentaine de grands donneurs d'ordre du secteur privé, minier, forestier, industriel. C'est 12 000 emplois directs, 9 000 emplois indirects. Donc oui, on veut accroître la responsabilité sociale. Puis je pense qu'ils sont au fait aussi, là, ces grandes entreprises-là. Là. C'est pas comme si on leur disait, puis qu'ils n'étaient pas conscients et conséquents là, naturellement, et de plus en plus. Là, je veux dire, on le vit quand je rencontre les grandes minières, là, tout le monde est conscient, puis tout le monde a déjà bien amorcé ce virage-là. Alors, nous, on pourrait justement définir des plans d'intervention en vue de renforcer justement les pratiques là, de responsabilité sociale auprès des promoteurs, des projets, des grandes entreprises qui œuvrent sur le territoire. Parallèlement, ben, le gouvernement, là, on peut encourager les grandes entreprises actives sur le territoire à adopter ce qu'on dit des comportements issus de responsabilité sociale des entreprises. La Société du Plan Nord, là, justement, est un vecteur intéressant là, en collaboration avec les ministères, les organismes touchés, parce qu'il faut bien comprendre que le plan d'action nordique, ça a été développé avec une vingtaine de ministères et organismes pour que chacune des actions, c'est pas toute la Société du Plan Nord qui est responsable des actions. C'est souvent des actions qui peuvent émaner infrastructure MTQ, formation, éducation, ou bien main-d'œuvre, santé. Donc, c'est un chef d'orchestre qui a orchestré tout ça. Donc, avec les ministères et les organismes concernés, on peut développer des projets pilotes là, qui visent justement à accroître l'approvisionnement responsable qui tient compte justement de tout le potentiel au nord du Québec, le potentiel d'entrepreneuriat qui nécessite souvent une première poussée du gouvernement. Je donnais l'exemple des Serres, mais c'est souvent comme ça. D'autant plus au nord du Québec, là, parce qu'il faut bien comprendre que c'est toujours un peu plus complexe, juste en termes d'infrastructure. C'est 15, 20, 30 plus dispendieux. Là. Donc, oui, on doit venir le soutenir au premier balbutiement, venir le supporter avec les ministères organismes, justement pour aller plus loin. Et je le réitère, là, les grands donneurs d'ordre au nord du Québec, moi, je l'observe après 2 ans et 2 ans et demi là, dans mes responsabilités, mais ce volet-là, responsabilité sociale, est omniprésent chez eux. Et moi, je pense qu'on va avoir un succès avec eux. Ils ne sont pas désincarnés du plan d'action nordique, bien au contraire. Non, puis comme vous le disiez, c'est un concept qui maintenant fait partie de la génétique des entreprises. Là. On le voit maintenant de façon très claire. Un facteur de succès pour eux, hein, ça devient incontournable. Oui. Je voulais revenir sur l'une des orientations qui repose sur la conservation d'un environnement nordique auquel vous avez fait référence. Puis je me demandais si vous pouviez nous expliquer plus en détail cette orientation. C'est quoi le fameux mécanisme d'affectation de 30 dont on entend parler, l'assainissement des milieux naturels, les réductions de sources de contamination et d'accentuation et déploiement de l'économie circulaire. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette orientation? Ouais, on a des objectifs audacieux. Écoutez,
le milieu naturel nordique québécois, là, il est unique, il est complexe, il est à la fois également fragile, je dirais. Le développement du territoire doit donc se faire, là, doit être correctement planifié afin justement de protéger les écosystèmes en place. Là. Et on pense que c'est possible avec la mise en place de mesures qui justement permettent de concilier. Puis c'est là l'enjeu, là. Permettre de concilier le volet développement économique, bénéfices économiques, mais il ne doit pas se faire non plus, à contrario, des volets sociaux ou conservation de l'environnement. Ce qui a peut-être été le cas là, il y a quand même assez longtemps, c'est pas récent, où on avait, au nord, c'est beaucoup le volet économique. Puis, alors, comme je dis, cette espèce de triade-là doit être considérée. On utilise les connaissances climatiques du territoire nordique pour appuyer justement nos démarches de réduction de gaz à effet de serre, des émissions, puis aussi de s'adapter au changement climatique qui touche plus particulièrement le nord du Québec. Là. Le plan d'action 2023, je pense je suis certain, consolide l'engagement qui vise justement à désigner 50 du territoire situé au nord du 49e parallèle à des fins de conservation d'ici 2035. Alors, on veut renforcer notre réseau d'aires protégées qui représente 20 là, du territoire nordique et 30 du territoire sera consacré à la protection de l'environnement. Puis pour nous, c'est essentiel. Puis on pense qu'on peut y arriver, bien que ce soit des cibles, je le réitère, audacieuses. Oui. Alors, ça nous assure la sauvegarde de la biodiversité, la mise en valeur de divers types de développement. Ça va passer par la formation d'intervenants locaux qui sont sensibles à ces enjeux-là environnementaux, qui vont permettre justement d'améliorer notre capacité d'agir. Et encore là, je réitère, là, pour y arriver, puisque j'ai travaillé là, sur l'atteinte des cibles là, juste en décembre dernier. Oui, vous avez fait des annonces. Oui, il n'y a rien de mieux là, que de travailler en collégialité. Puis à la fin, c'est de mettre en perspective, on a tous des objectifs qui peuvent paraître diamétralement opposés, mais si on s'assoit et on discute bien ensemble, on peut y arriver. Justement, chacun comprend les contraintes de l'autre et il faut éviter les vases clos et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à atteindre nos cibles audacieuses. Puis soyez assurés qu'on va y travailler très activement. Pourtant, moi, je suis le MERN, là, je suis ressources naturelles. Mon plus grand succès, ou bien mes indicateurs de performance, c'est comment on réussit à avoir des investissements dans le secteur minier, après ma barre. Mais pour moi, ça ne se fait pas à contrario de certains enjeux sociaux ou environnementaux. Et je pense qu'on peut, non seulement on peut le faire, mais ça peut être au bénéfice du Québec. C'est-à-dire que de plus en plus, je crois que les investisseurs ou les consommateurs, c'est-à-dire des produits, vont attacher une importance importante, majeure, à ce que ce développement-là se fasse en cohésion avec cette triade-là. Et on a tout intérêt au Québec de faire démonstration qu'on est chef de file, parce que soudainement, l'exploitation de nos ressources naturelles, si elle se fait, puis je crois qu'elle se fait déjà dans cette perspective-là, va donner un avantage concurrentiel de plus en plus, parce que je crois que les consommateurs, que les clients de produits vont exiger une traçabilité qui démontre clairement que la provenance de cette matière première-là est faite dans une perspective de développement durable. Les investisseurs aussi, effectivement. Oui, de plus en plus. Deux autres questions. Une porte sur le cadre financier du plan d'action nordique. Donc, si vous pouviez nous parler le fonds d'initiative nordique, le fonds du plan Nord, l'enveloppe opportune. Puis mon autre ou ma dernière question, ça serait sur votre mécanisme de reddition de comptes. Parfait. Bien, écoutez, comme je le mentionnais tout à l'heure, on parle sur la période 2020-2023, on parle de 1,4 milliard de dollars. Puis c'est ce qu'on dit. Mais de cette somme-là, il y a 778,8, alors 780 millions, qui émanent des différents ministères et organismes du gouvernement du Québec. Et ça, c'était un travail là, important dans la planification du plan d'action nordique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les actions avec la table des partenaires, un travail plutôt aride ou exigeant
ça a été d'attacher chacune de ces actions-là. Je dis toujours, moi, c'est qui notre R? Donc, souvent, la Société du Plan Nord va être responsable de certaines de ces actions-là. Et d'autres fois, c'est le MTQ, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le tourisme. Bon, bref, on a une vingtaine de ministères et organismes qui interviennent dans ce plan d'action nordique-là. Sont porteurs des Oui, actions. porteur. Et le travail qui a été fait par Patrick Beauchesne, qui est mon dirigeant de la Société du Plan Nord, avec toute son équipe, ça a été d'attacher chacune de ces actions-là auprès des ministères. C'est-à-dire qu'on convient que cette action-là, elle est importante, que tu as le budget pour la faire, et que tu priorises ça dans tes actions, parce qu'à la fin, le MTQ, lui, intervient partout au Québec. On pourrait être tenté de dire, ouais, mais là, tu m'obliges à être au nord du Québec. Même chose pour la santé, même chose pour l'éducation. Donc, la Société du Plan Nord est là pour s'assurer que tous les ministères et organismes qui interviennent au nord du 49 parallèle, 49e parallèle, prennent l'engagement de réaliser ces actions-là. Alors, c'est 1,4 milliard, 780 millions qui viennent du gouvernement provincial, différents ministères et organismes, un montant important qui vient de mémoire, là, le chiffre exact, plus de la moitié du résiduel qui vient du gouvernement fédéral, et les autres sommes qui viennent du secteur privé. Donc, on voit que ce plan d'action-là est à la fois provincial de manière importante, fédérale et du privé, et qui va se décanter sur les 3 prochaines années. Et j'accorde une importance, la sous-question que vous avez amenée, sur la reddition de comptes. Oui. Parce que quelqu'un me disait, ouais, mais vous, en fin de compte, vous l'appelez plan d'action nordique, mais qu'est-ce qui est différent, par exemple, du plan Nord? Mais il y a une grande distinction. Puis encore là, je réitère, là, le plan Nord a eu cette bonne idée en termes marketing d'induire dans l'esprit des Québécois qu'on peut faire de grandes choses grâce justement au nord du Québec. Et ce n'est pas juste du développement économique, mais socio-économique. Cependant, à contrario, j'ai eu la difficulté, moi, depuis 2 ans, à dire, OK, mais qu'est-ce que ça a donné? Je suis capable de voir des actions. Par exemple, la Société ferroviaire Pointe-Noire, qu'est-ce qu'elle fait? Telle action, on est venu mettre de la formation auprès de communautés autochtones. Tel geste. Alors, je vois des gestes, puis je dis, ben oui, c'est des bons gestes. Mais je ne suis pas en mesure de venir dire, est-ce que la somme de ces gestes-là nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on s'était donnés? Et ça, c'est majeur. Alors, pour nous, là, maintenant, c'est peut-être moins sexy, c'est moins du marketing, mais c'est 49 actions qui sont sur 4 orientations et on va suivre l'avancée de ces actions-là sur base annuelle pour se dire, est-ce qu'on a assez avancé dans cette action-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas assez avancé? Pourquoi on a du succès? Pourquoi on en a moins? Quels sont nos freins? Et comment on peut faire mieux pour la faire avancer? Alors, oui, on va faire une reddition de compte annuelle sur l'avancement de chacune des actions-là. Et soyez assurés qu'à la fin du 3 ans, on va le faire de manière rigoureuse, sans être flagorneur par rapport à ce qu'on a réalisé, bien au contraire, de manière cohérente, objective. Est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait préconisé qu'on souhaitait faire avec la table des partenaires pour se dire, ben voici nos bons coups, voici ce qui n'a pas fonctionné, voici dans quel contexte. Des fois, il y a du contexte là, qui fait qu'on ne réussit pas, mais on va être en mesure de se mesurer et d'évaluer notre performance et d'ajuster le tir, le coefficient. Je nous souhaite la meilleure des performances. Je crois que tout le monde est conscient et tout le monde pousse dans le bon sens pour qu'on ait une bonne performance. Mais aujourd'hui, on a des objectifs mesurables qui vont nous permettre justement de nous évaluer et de nous remettre en question pour éventuellement retravailler ce plan d'action-là. Et aussi, on va peut-être, je regarde cette perspective-là avec la Société du Plan Nord, est-ce qu'on peut se donner plus d'agilité même pour venir à chaque année, venir revoir nos actions en rajoutant un an? Et un dernier élément, après ça, je vois qu'il y a des programmes aussi, mais on s'est gardé une marge de manœuvre, un 36 millions approximativement, justement pour dire, oui, on a un plan d'action qui a des actions précises, mais je veux avoir de l'agilité s'il y a des nouveaux besoins ponctuels qui arrivent qu'on n'a pas pu évaluer au jour 1. Parce que le plan d'action, je ne veux pas qu'ils nous encarcanent et qu'ils nous disent je ne peux plus rien faire d'autre que ce qu'il y a là-dedans. On développe avec la Société du Plan Nord là, des critères pour cette enveloppe-là parce que ce n'est pas une enveloppe discrétionnaire. Mais c'est une enveloppe qui nous permettrait momentanément
s'il y avait de nouveaux enjeux, De de belles nouvelles idées. possibilités, justement, de réagir puis d'être agile. Donc, je crois que c'est bien dosé. Que, comme vous disiez, on a des programmes aussi à travers ça, là, le programme, entre autres, de fonds d'initiative nordique, qui permet justement de soutenir des projets locaux, des projets ad hoc, de toute sphère de développement. Là. On a une enveloppe de 11 millions qui est rattachée pour les 3 prochaines années. Donc, oui, on a le grand plan d'action, les 49 actions, puis on a un fonds d'initiative, puis une enveloppe de disponible pour être agile, pour être en mesure de capter dans cet intervalle-là de nouvelles initiatives qui pourraient être porteuses et auxquelles on n'aurait pas pensé avec des partenaires. Je dois vous dire, pour la reddition de comptes, là, Monsieur le ministre, s'il y a quelque chose qui est apprécié par les parties prenantes, c'est bien ça, en disant, oui, on veut bien contribuer, mais on veut savoir où l'argent s'en va, puis à quoi c'est destiné, puis on l'a vu, vous savez, dans le dossier des changements climatiques aussi. Alors ça, vraiment, bravo, parce que c'est quelque chose qu'on souhaitait. On Ouais, va pouvoir voir les résultats. le thème que je cherchais, c'est on ne sera pas complaisant. C'est-à-dire que pour moi, là, quand les gens sont de bonne foi, comme je vous dis, si on prend l'exemple de la COVID, tout le monde peut concevoir que le COVID a des répercussions sur les résultats atteints. Moi je ne changerai pas mes cibles. Je vais venir contexter pourquoi on ne les a pas atteints si je suis capable de démontrer que ces événements-là, ce n'est pas en lien avec le plan d'action nordique, mais ne me permettent pas d'atteindre mes cibles. Moi, je pense qu'on se donne, en fin de compte, un plan d'action, et après ça, on doit être capable d'expliquer de manière transparente ce qu'on a réalisé, pourquoi on a eu du succès. Des fois ce n'est même pas de notre faute si on a du succès, c'est le marché. Pourquoi on a eu des difficultés? Parfois, ce n'est pas de notre faute si on a eu des difficultés. C'est le contexte. Mais il faut être capable d'être transparent pour dire on s'est entendu pour aller là, puis voici où on a atterri, voici où on a eu des gains, voici où on n'a pas réussi, voici pourquoi. Et ça, c'est toujours apprécié, la transparence. Normalement, au cas où nos auditeurs se posaient la question, nous terminons toujours avec une série de questions plus ludiques, mais comme nous vous avons posé ces questions-là dans un balado quand nous vous avons interviewé sur le plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, je vais dire à nos auditeurs, si vous voulez savoir quelle est la pensée du ministre par rapport à ces questions ludiques, je vous retourne à ce balado qui est sur YouTube. Donc, bien, écoutez, Monsieur le ministre, encore une fois, merci, c'est un plaisir. Vous êtes passionné, puis vous réussissez à nous communiquer votre enthousiasme. Merci à vous. Merci beaucoup.